Tout d'abord, je te plante le décor qui nous a amenés à faire ce voyage, qui a largement dépassé nos espérances. On a tendance à résumer l'Angleterre à Londres, mais l'Angleterre regorge également de petits et grands trésors. Des lieux particulièrement intéressants, beaux et protégés, des espaces à couper le souffle, des villages traditionnels so-british, un espace remarquable de beauté naturelle. Tu vois, le souci en Angleterre, c'est qu'il y en a quasiment partout. Donc voici le fruit de notre recherche et de notre road trip de 1 mois en Angleterre, accompagné de Maura, notre camping-car. Toute tranquille, le chien, il a préparé ses papiers. On n'a pas oublié le chien. Les papiers du chien ou le chien? Le chien. Le chien, il est en dessous. Le chien, il est là. Il est sous la banquette, le chien. Contrôle côté anglais. Contrôle côté anglais. À Calais. Contrôle des migrants. C'est pas des grands, ma chérie, toi? Nous sommes partis en ferry de Calais à Douvres. Une traversée qui a duré 1h30 et c'est la solution la plus pratique et la plus économique pour voyager en camping-car. Les services en véhicules aménagés, eau potable, vidange des eaux grises sont compliqués à faire en Angleterre. Il a fallu prévoir de nous rendre dans des campings. Le premier regard que nous avons en arrivant en Angleterre, ce sont les majestueuses falaises de Douvres, porte d'entrée de l'Angleterre, située dans le sud-est de l'Angleterre et faisant face aux falaises des Caps Blandnais et Griney en France. Fraîchement débarqués du ferry, nous partons à la découverte des fameuses falaises de Douvres. Des falaises blanches qui s'étendent sur 13 km, des deux côtés de la ville de Douvres, dans le Kent. Des falaises de craie qui s'élèvent jusqu'à 110 mètres et qui offrent une vue imprenable sur le Pas-de-Calais et le littoral français par temps clair. Au bout de notre randonnée, un phare victorien, utilisé pour avertir les navires qui s'approchent du banc Godwin. Construit en 1843, puis mis hors service en 1988, il est aujourd'hui la propriété du National Trust. C'était le premier phare à utiliser une lumière électrique. Ce phare, c'est l'occasion pour nous prendre un tea time en pleine nature. Belle vaisselle en plus.
School. School. C'est le nom de la pâtisserie, c'est sa pâtisserie ou pas? Alors du thé, c'est pas beau ça. Il y a de la crème dans son... La jolie ville de Cambridge, principalement connue pour ses établissements d'enseignement supérieur, a égayé notre curiosité. Une adorable petite ville d'Angleterre de 125 000 habitants. De Cambridge, nous ne connaissons rien, si ce n'est la réputation de son université. Malgré une vie étudiante débordante, Cambridge reste calme et apaisante. Les gens sont d'une gentillesse infinie, prévenants et courtois. On départ pour Cambridge, voir les grandes écoles. T'as déjà mis le chien dans la voiture, toi? Ah bah oui, Moi, je suis il est pas déjà prête, dans la hein. voiture. Je suis pas prête, hein. On va t'attendre, hein. Pas un souci. Et voilà Toutoune, déjà dans la voiture, prête à partir. Tout ça. Allez. Tout est bien en place? Ouais. Les vélos sont les rois de la rivière et c'est Berche le lieu de tous les rendez-vous. L'université de Cambridge est la deuxième vieille université du monde, fondée en 1209, peu après Oxford. Ici ont étudié entre autres Isaac Newton et Charles Darwin. L'université s'enorgueillit de détenir un palmarès remarquable de 118 prix Nobel, formés en son sein, dont 33 rien que pour Trinity College, un record.
ville close, au cœur du Kent, tout droit sortie du Moyen-Âge et bâtie autour d'une impressionnante cathédrale, Canterbury fut de longs siècles durant un important lieu de dévotion. Les pèlerins affluent en masse afin de se recueillir sur les reliques de Thomas Becket. Thomas Becket y trouva la mort en 1170, lâchement assassiné en pleine prière sur ordre du roi, par 4 chevaliers qui le transpercèrent de leur épée. De nombreux pèlerins viennent depuis se recueillir sur la tombe de saint Thomas, érigée au rang de martyr. La cathédrale est le siège de l'Église anglicane, l'équivalent du Vatican pour les Britanniques. La cathédrale de Canterbury est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville et l'université sont étroitement liés. Ils se sont développés conjointement au fil des années et forment un ensemble architectural unique en son genre. Voici au nord de Londres, près de Stanford, et le domaine de Berkeley a attiré toute notre attention. Et on comprend vite pourquoi quand on pénètre sur le domaine. La Berkeley House est aujourd'hui considérée comme la plus grande maison élisabéthaine au Royaume-Uni. Par la plus grande, on entend surtout la plus majestueuse. N'allez pas imaginer une jolie maison, car de maison, elle n'en tient pas le nom. Il s'agit en réalité d'une superbe demeure bourgeoise, digne d'un véritable petit château. Au fil de la balade, on est amené à déambuler dans une série de pièces aménagées, telles qu'elles ont pu l'être au XVIe siècle. Au cours de la visite, le visiteur est tour à tour amené à déambuler dans la vieille cuisine, où la soupe à la tortue était très en vogue.
La petite visite terminée, nous continuons notre route vers Peterborough et découvrons les paysages verdoyants peuplés de moutons. En arrivant sur la cathédrale de Peterborough, nous restons bouche bée devant ce lieu qui attire toute notre attention. La cathédrale est une ancienne abbatiale devenue en 1540, après la dissolution des monastères, une cathédrale anglicane. Elle est surtout connue pour sa façade de style gothique primitif, avec ses 3 énormes arches. D'un joli style roman du début du XIIIe siècle, la Peterborough Cathedral se distingue par son plafond en bois peint de losange, dans lequel figurent des portraits des rois, d'archevêques ou de saints. L'édifice abrite aussi la tombe de Catherine d'Aragon, première femme d'Henri VIII et mère de Marie Tudor. Nous enchaînons en direction d'Ely, une petite ville située à 25 km au nord. Objectif de la matinée, la visite de la cathédrale de la Sainte et Indivisible Trinité, une des plus anciennes de Grande-Bretagne. Impossible d'échapper à l'impressionnante cathédrale de la ville d'Ely. Elle remonte au 7e siècle, mais à l'époque ce n'était qu'une petite abbaye. Le bâtiment actuel date de la fin du XIe siècle et est devenu une cathédrale en 1109. La cathédrale d'Ely est un merveilleux exemple de mélange de styles architecturaux, du roman et du gothique avec une pierre très claire. Nous commençons par admirer l'architecture extérieure, principalement la superbe façade arrière où l'on aperçoit la tour octogone. Ce qui surprend quand on pénètre dans l'édifice, c'est la longueur de la nef normande, surmontée d'un magnifique plafond entièrement peint. C'est d'ailleurs dans ce cadre somptueux que fut tournée la scène du mariage de la future reine Élisabeth dans la série The Crown, en lieu et place de l'abbaye de Westminster. Les vitraux retiennent également notre attention par la finesse de leurs motifs.
will begin again. Come take a look outside. All the oxygen and a mother's voice in the trees saying, I promise that life will begin again. Situé au nord de l'Angleterre, le Yorkshire est l'une des plus belles régions de Grande-Bretagne, riche de paysages magnifiques et variés, aussi bien sur ses bords de mer que dans ses terres vallonnées. Cache également sous sa beauté éclatante l'histoire de son passé. C'est cette terre aux mille visages que nous avons décidé de découvrir. À seulement 100 km de long, Wark est une ville parfaite pour être dépaysée. Visiter Wark peut se faire en un week-end. Ce qui nous a séduit dans cette magnifique ville, une des plus belles du pays, ce sont ses rues médiévales parfaitement conservées, sa cathédrale majestueuse, des remparts sur plusieurs kilomètres, des fantômes en pagaille. Elle fait partie des villes anglaises à voir absolument. Elle a gardé un charme authentique et se balader dans ses ruelles par un jour ensoleillé nous a laissé un superbe souvenir. Commencer à parler de Wark sans évoquer sa cathédrale, Minster. Cette gigantesque cathédrale est l'une des plus belles au monde, 158 mètres de long et 76 mètres de large. Icône incontestée de toute la ville et même du Yorkshire. En 1220, l'archevêque de York décide de remplacer l'édifice normand qui s'y trouvait par un joyau d'architecture gothique, capable de rivaliser avec Canterbury, la super voisine du sud. Ce colosse peut même taquiner Notre-Dame avec ses vitraux médiévaux qui sont considérés comme les plus éclatants de Grande-Bretagne. Mais c'est bel et bien l'ensemble qui est de toute beauté et qui ravit aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Les voûtes de style gothique forment ici la nef, la plus large d'Angleterre. Dans cette cathédrale, une luminosité exceptionnelle pour mieux apprécier l'architecture flamboyante dont le splendide jubé du XVe siècle, véritable dentelle de pierre où figurent 15 rois d'Angleterre. La salle du chapitre, c'est la partie d'une église où se réunissent les religieux pour discuter de la vie de leur communauté et prendre les décisions importantes. Ici, c'est un octogone agrémenté de magnifiques vitraux. Le toit a la particularité d'être très léger, ce qui évite d'avoir à le soutenir par un pilier central. On a donc une pièce où rien ne vient couper le regard, avec des vitraux gigantesques.
Les bougies et l'atmosphère entretiennent ici l'ambiance d'un autre temps, celui qui vit naître dans ces lieux le célèbre comploteur Fake, qui finit écartelé en place publique. Attention à ne pas faire tomber, ma chérie. Ce serait dommage. Ah, que tu as soigné à côté. T'attends quoi, soigner? T'attends quoi, soigner? Le centre de York a un charme fou, avec son ambiance chaleureuse. Il faut prendre le temps de flâner pour découvrir ses animations, son marché, son architecture. C'est une charme. Un autre endroit iconique de York est le Chambless, ancien quartier des bouchers, une ruelle commerçante médiévale avec ses maisons déformées par les siècles d'histoire. Elle est si étroite qu'il est dit que par endroits, 2 personnes peuvent se serrer la main en étant chacune à une fenêtre de 2 bâtiments se faisant face. Avis à tous les fans d'Harry Potter, en se promenant dans la rue, on se croirait dans l'un des films. On trouve plusieurs magasins vendant des articles de la marque Harry Potter, notamment pour les fans qui sont à la recherche d'un balai ou d'une baguette magique. Les fans d'Harry Potter trouveront forcément leur bonheur. Des agents se font une spécialité pour vous faire vivre une expérience fascinante sur les traces d'Harry Potter. Tout est fait pour que la magie opère, et York est l'endroit tout indiqué pour vous plonger dans une aventure inoubliable.
Quand il s'agit de châteaux, d'églises et de monastères, l'Angleterre n'a rien à envier à d'autres pays. Dans le Yorkshire, il y a un joyau à découvrir qui a été à la hauteur de nos attentes, Fontaine Abbey. La longue histoire des lieux débuta en 1132 lorsqu'un groupe de 13 moines, mécontents et bannis de l'abbaye Sainte-Marie de York, décidèrent de s'installer dans cette zone sauvage et boisée en quête d'une vie plus simple et plus pieuse. Leurs talents en matière de bergers, tanneurs, maçons et brasseurs leur ont permis de bâtir cette impressionnante abbaye. Au milieu du XIIIe siècle, Fontaine Abbey était devenu l'un des bâtiments religieux les plus grands et les plus puissants d'Angleterre. Les moines de Fontaine Abbey étaient surtout spécialisés dans la production et l'exportation de la laine, ce qui bien sûr rapporta beaucoup d'argent à l'ordre religieux. Fontaine Abbey continua de prospérer durant 400 ans, jusqu'à sa dissolution en 1539 sous les ordres d'Henri VIII. Quel plaisir de déambuler entre ces murs de pierre, ou ce qu'il en reste, en tentant d'imaginer ce à quoi pouvaient ressembler ces ruines il y a plusieurs siècles. Aujourd'hui, l'abbaye a perdu sa valeur d'autrefois, mais la majesté de ces ruines laisse deviner la grandeur de l'abbaye à l'époque. Situé aux abords des Landes de Yorkshire, Castle Howard est un chef-d'œuvre de l'architecture classique anglaise du XVIIIe siècle. Entouré d'une nature verdoyante et préservée, dont l'Angleterre et en particulier le Yorkshire ont le secret. Cette demeure fastueuse est depuis l'origine la propriété des Howard, comtes de Carlisle. On ne peut tomber que amoureux sous le charme de ce château, majesté des bâtiments avec un fronton à la grecque. Très imprégnés d'art et de culture européenne, les comtes de Carlisle ont ramené dans leur périple de majestueuses tables et des tableaux de maître. Les intérieurs sont somptueux avec des bustes, des statues, des fresques et un mobilier chargé d'histoire. Il y a un parc magique à chaque saison, en particulier au printemps quand fleurissent les rhododendrons. Les jardiniers ont planté des centaines d'espèces qui fleurissent dans un désordre de couleurs traversées de sentiers tournicotants. Une nature où se mêlent de ravissants jardins, parcs paysagers, lacs, fontaines et de merveilleuses roseraies.
région qui sent bon l'Angleterre, telle que l'on se l'imagine. Avec ses petits villages, ses collines colorées, ses vieux bâtiments au teint clair, ses traditions. Visiter les Cotswolds, c'est plonger dans un vrai décor de série anglaise, une région à la beauté naturelle exceptionnelle. Les Cotswolds, c'est aussi une campagne chic, privilégiée des riches londoniens qui veulent échapper au stress de la capitale et trouvent ici calme et douceur de vivre. Bibury, c'est sans doute l'endroit le plus visité des Cotswolds. Bibury est un petit village avec une très jolie église. Mais c'est à quelques centaines de mètres de là que se portent tous nos regards, vers une rangée de maisonnettes qui semblent tout droit sorties du Moyen-Âge. Et voilà, c'est l'Angleterre. Hein. Beaucoup de pluie, trompé. On s'est pris une saucée, mon chéri. Pourtant, c'est joli, hein. On peut pas dire. Hein. Les cottages construits en 1380 pour servir d'ateliers aux tisserands locaux sont l'image iconique des Cotswolds. Malheureusement, ce jour-là, le temps n'était pas de la partie. Incroyablement belle et sereine, remplie de super petits commerces, de salons de thé, de restaurants, tous plus appétissants les uns que les autres. Le bonheur de se promener le long de la rivière donne à Burton-on-the-Water un charme fou et peut ressembler à un des plus beaux villages d'Angleterre. La Wizdruch traverse le village, d'une exceptionnelle beauté avec ses petits ponts de pierre. Nous nous sommes installés pour le déjeuner au centre-ville, en bord de rivière. Elle est comment ta bière, ma chérie? Un peu forte. Un peu forte? 5 degrés, j'ai vu. Oui, mais plus forte que celle que comme la Amstel ou Ah oui. celle que j'ai l'habitude de boire. Notre premier burger en Angleterre, ma chérie. Une grande surprise là, c'est la surprise. C'est pas les mêmes burgers que chez nous, donc on sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Normal. Mais il y a quelque chose qui est en croûte. T'as un peu tout, hein. T'as des légumes, t'as... Oui, non mais c'est très complet, bien sûr. Parler Et du là, poisson, non? Je me demande justement. Je pense que c'est du poisson. Poisson frit. C'est ça. Du C'est ça, hein? Non, c'est du fromage. Ah, c'est du fromage? C'est du cheddar. Ah oui, d'accord. Le petit pain brioché, c'est meilleur que chez Harris. Ah oui. Harry, c'est pas terrible. Justement. Des bons burgers? Oui. Une frite soignée? Sans prétention, mais il y a des jolis vitraux. Des vitrailles. En milieu de matinée, nous quittons la verte campagne des Cotswolds pour 1 heure plus tard rejoindre Oxford, l'une des villes universitaires les plus célèbres et renommées d'Angleterre.
Installés en périphérie de Oxford, nous prenons le bus pour rejoindre le centre-ville. Ville agréable, vivante et cosmopolite, Oxford abrite la troisième plus ancienne université d'Europe. Une concentration des meilleurs étudiants des îles britanniques, ainsi que des plus éminents professeurs dans un cadre d'exception. Tout ici est fait pour le confort et le bien-être de l'étudiant, dans un esprit de corps ponctué de rituels. Une éducation complète d'honnêtes hommes. On compte 24 000 étudiants avec un coût minimum d'une entrée d'études de 9 250 livres. Oxford se situe à environ 90 km au nord-ouest de Londres. C'est en réalité une très grosse ville, plus de 1 500 000 habitants. Elle se parcourt facilement à pied. On peut y faire la visite d'un ou de 2 collèges. La ville en compte 39. Oxford, un musée à ciel ouvert où l'on découvre son architecture, son histoire et même ses édifices qui ont servi de lieu de tournage à certaines scènes de Harry Potter. Alors aujourd'hui, joli petit déjeuner avec du saumon, c'est ça? Saumon fumé, au petit déjeuner, des œufs pochés, un peu de salade. C'est bien ça? Et du thé à la menthe. Et qui est-ce qui va se régaler? C'est nous. Vas-y, commence mon chéri. Ouais, c'est bien. Fondé en 1546, c'est le plus grand collège de l'université d'Oxford, Christ Church, et le seul au monde à abriter une chapelle qui soit également une cathédrale. C'est le collège de la noblesse. Il a formé 13 premiers ministres de la couronne d'Angleterre. La visite se poursuit par une très belle cour intérieure, avec son imposant clocher, qui est l'entrée principale du collège. La cathédrale, elle est superbe, elle est surtout réputée pour ses vitraux et son admirable nef à nervures à clé de voûte pendante. Great Hall, les lieux vous rappelleront certainement Harry Potter, puisqu'il s'agit de la grande salle où se réunissaient les élèves pour la proclamation des résultats de fin d'année. C'est la plus vaste salle à manger médiévale de tous les collèges d'Oxford. Et songez que les étudiants et leurs professeurs continuent à prendre leur repas tous les jours.
La vieille bibliothèque constitue la salle d'entrée et l'infirmerie de Poudlard dans les 2 premiers films de Harry Potter. Cette superbe salle de lecture puis d'examen servait également aux cérémonies de remise des diplômes. Les étudiants s'adonnaient à des joutes oratoires. Après avoir parcouru la jolie cité universitaire d'Oxford, nous partons en direction du château de Windsor, la plus grande forteresse encore habitée au monde. Son architecture a de quoi surprendre avec sa superbe silhouette médiévale que l'on voit de loin. Entièrement remaniée au XIVe siècle, puis à l'époque victorienne, Windsor n'a plus rien à voir avec la modeste forteresse en bois construite par Guillaume le Conquérant pour surveiller les accès de Londres il y a 1000 ans. Au château de Windsor, la reine Elisabeth II y passait régulièrement quelques week-ends par an. Il est en fait un peu considéré comme la résidence secondaire de la famille royale britannique. Le château est également utilisé comme résidence officielle royale lorsque le souverain reçoit des visites d'État, des monarques, des politiciens, des présidents et des personnalités publiques du monde entier. Contrairement à Buckingham Palace, il est ouvert au public.
Site préhistorique classé patrimoine mondial de l'UNESCO, ce mystérieux cercle de pierres géantes est une énigme archéologique. Stone Age se traduit par pierre suspendue, mais sa signification réelle a toujours exalté l'imagination des peintres, des écrivains et des ésotérismes mystiques de tout poil. Et autant vous prévenir, Stone Age attire les foules. La ruée vers les pierres, l'exploitation très organisée du site ôte au lieu son aura mystérieuse et gâche un peu le plaisir en saison. Cet alignement mégalithique était probablement lié à l'observation de la course du soleil dans le ciel et du cycle des saisons, et aurait pu servir ainsi de calendrier. Un bloc indique le point de l'horizon où le soleil se lève lors du solstice d'été, tandis que des pierres plus petites situées au sud-est désignent le lieu du lever du soleil au moment du solstice d'hiver.